Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va continuer notre cours d'atomistique. On est arrivé au modèle de Bohr, appelé aussi l'atome de Bohr. Alors pour ceux qui n'ont pas vu la leçon précédente concernant les constituants fondamentaux de l'atome, je vous laisserai le lien ci-dessus. Alors sincèrement j'insiste beaucoup sur ce cours d'atomistique, vu que sa nécessité dans l'étude de la chimie et aussi de la mécanique quantique et de l'électromagnétique, parce qu'elle nous donne des informations pertinentes concernant la nature du mouvement de l'électron et l'origine des ondes électromagnétiques. Alors c'est pour ça que je m'ai efforcé d'introduire aussitôt que possible l'information que vous aurez utile. Alors premièrement, on va commencer par le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Deuxièmement, on va voir le modèle quantique de l'atome, dans lequel on va voir la base de la théorie quantique, les principes d'incertitude d'Heisenberg et l'équation de Schrödinger. Alors commençons par le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Ici, on est toujours dans le modèle de l'atome de Bohr. Alors, généralement, l'atome d'hydrogène constitué d'un noyau chargé positivement dans lequel il y a un proton chargé positivement E et il y a l'électron qui tourne autour de ce noyau. Alors, on considère l'électron dans un orbital atomique N, l'orbital atomique fondamental. Quand l'atome absorbe une quantité d'énergie delta E, l'électron passe d'un orbital atomique N vers un orbital atomique P. L'électron passe dans une transition de N vers P. Alors l'atome absorbe de l'énergie. Alors l'atome devient instable. Il faut que l'électron revienne à son état d'origine. Alors le mouvement ou la transition de l'électron de P vers N, l'atome émet une radiation électromagnétique. Alors émet une onde électromagnétique monochromatique. On dit monochromatique, ça veut dire de fréquence μ. On sait que la célérité de la lumière est égale à lambda sur période t est égale à lambda fois μ. Alors μ est égal à c sur lambda. C'est que lambda c'est la longueur d'onde. C'est la longueur d'onde, c'est ça la longueur d'onde. C'est ça lambda. Alors c'est là où l'origine de les ondes électromagnétiques, c'est la transition de l'électron dans un état P vers l'état N. Alors delta E est égal à E P moins En donne l'onde électromagnétique monochromatique. L'onde électromagnétique monochromatique, ça veut dire l'énergie de photon. Ça veut dire que c'est un photon d'énergie Hν. D'après la mécanique quantique, l'énergie de chaque photon est égale à Hν, tel que mu sur la fréquence des photons. Alors, est égal à Hc sur lambda. Alors, d'après les résultats précédents basés sur le premier principe, le premier postulat de Bohr, on sait que EP est égal à moins M E au 4 sur 8 epsilon 0 au carré H au carré fois 1 sur P au carré. Tel que H c'est la constante des plans. EN est égal à moins M au 4 sur 8 epsilon 0 au carré H au carré fois 1 sur N au carré. Alors, ce qui nous donne delta E est égal à EP moins EN qui est égal à M E au 4 sur 4 sur 8. 8 epsilon 0 au carré H au carré fois 1 sur N au carré moins 1 sur P au carré. Ça c'est delta E, ce qui est égal à Hc sur lambda. Si on veut la relation de la longueur d'onde de l'onde électromagnétique, ça veut dire 1 sur lambda est égal à H. On va multiplier fois 1 sur H sur C, alors est égal à 1 sur lambda est égal à M, 4 sur 8, epsilon 0 au carré, H au cube, fois C. 1 sur N au carré, moins 1 sur P au carré. Alors c'est ça, c'est la constante de Rydberg. RH, c'est la constante de Rydberg. Alors,
1 sur lambda est égal à la constante de Heisenberg fois 1 sur n au carré moins 1 sur p au carré. Ça, c'est la constante de Heisenberg. Cette relation est très importante car elle nous donne le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Ça veut dire les ondes électromagnétiques en fonction de la longueur d'onde. C'est quand on parle de la longueur d'onde, ça veut dire le spectre d'émission, l'infrarouge, le domaine du visible et le domaine des ultraviolets. Alors, on a le spectre d'émission. On va tracer le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Alors, il y a les séries. Il y a les séries. Il y a ce qu'on appelle les séries de Lyman. Il y a le série de Balmer. Et il y a le série de Paschen. Il y a le série de Brackett. Il y a la série de Pfund. Et la dernière série, c'est un frise. Alors, l'orbital atomique N et l'orbital atomique P et le domaine spectral. Alors, la série de Lyman. Alors, la série de Lyman, quand l'orbital atomique N est 1, P2, 3, 4 et ainsi de suite, c'est le domaine de l'ultraviolet. 2, 3, 4, 5, 6, c'est le domaine du visible. Balmer, c'est le domaine du visible. Alors 3, 4, 5, 6, 7, c'est le domaine de l'infrarouge. 4, 6, 5, 6, 7, 8, toujours P supérieur à N, l'infrarouge. 5, 6, 7, 8, 9 et ainsi de suite, l'infrarouge. Et aussi 6, 6, 7, 8, 9 et 10, ainsi de suite, le domaine de l'infrarouge. Alors, j'explique. Alors, quand N, ici l'orbital atomique N est égal à 1, l'orbital atomique N est égal à 2, N est égal à 3, N est égal à 4, N est égal à 5, et N est égal à 6. Alors, la transition de l'électron de l'orbital 2 vers l'orbital 1, O3 vers 1, O4 vers 1, 5, cette série s'appelle le série de Lyman. Ça veut dire l'ultraviolet. Ultraviolet. Transition de l'électron de l'état 3 vers l'état 2, l'état 4 vers l'état 2, l'état 5 vers l'état 2. C'est l'état, la série de Balmer, c'est le domaine divisible. Et ainsi de suite. Transition de 4 vers 3, 5 vers 6. C'est le domaine c'est la série de Paschen, le domaine de l'infrarouge, et ainsi de suite. C'est ça ce qu'on appelle le spectre d'émission de l'atome d'hydrogène. Alors, on a déjà vu que le modèle de Bohr, s'il explique parfaitement l'atome d'hydrogène ou l'atome d'hydrogénoïde, l'hydrogénoïde, ça veut dire tout système d'un seul électron et de Ze, la charge des noyaux. Alors, par exemple, comme l'hélium, quand il perd un électron, il reste un seul électron, mais il y a deux protons. Et le lithium, quand il perd deux électrons, il y a trois protons. Le beryllium, 3 plus 4. C'est ça l'hydrogénoïde. Ça veut dire tout atome qui comporte un seul électron. Le lithium comporte comporte un seul électron, beryllium, et Ze, protons. Alors, le modèle de Bohr explique parfaitement l'atome d'hydrogène et les atomes hydrogénoïdes, mais il reste incapable d'expliquer parfaitement les phénomènes de les atomes pluriélectroniques. Ça veut dire qu'ils contiennent plusieurs électrons. Alors, on va voir maintenant le modèle actuel sur le modèle quantique.
C'est le modèle quantique de l'atome. Modèle actuel, c'est le modèle quantique, quantique de l'atome. Alors, premièrement, on va voir les bases de la théorie quantique. Les bases de la théorie quantique. Alors, en 1924, de Broglie a proposé qu'un corpuscule de masse m se déplaçant avec une vitesse v peut être associé à une onde de longueur d'onde lambda définie par lambda est égal à h sur mv, tel que m la masse de l'objet, v la vitesse de l'objet, a c'est la constante de Planck et lambda c'est la longueur d'onde. Ça veut dire à chaque corpuscule qui se déplace avec une vitesse v peut être associé à une onde de longueur d'onde lambda définie comme suit. Telle que la masse en kilogrammes, la vitesse en mètres par seconde et h, la constante de Planck, qui est égale à 6,26 fois 10 à la puissance moins 34 joules fois seconde. Alors, cette relation est inspirée de celle obtenue en théorie quantique de rayonnement. C'est lambda est égal à h sur mc, obtenu comme suit. Alors, pour une onde ainsi que pour une onde électromagnétique, ça veut dire photon de l'énergie. L'énergie delta E est égale à H fois mi. Et relation d'Einstein, c'est delta E est égal à M fois C au carré. Alors, H mi est égal à M C au carré. Et on sait que C est égal à lambda fois mi. Alors, ce qui nous donne H fois C sur lambda est égal à mc au carré, ce qui nous donne cette relation. Lambda est égal à h sur mc. Alors la relation de De Broglie à lambda est égal à h sur mv est inspirée de la théorie quantique telle que c'est la théorie de la lumière. Alors il a dit que chaque corpuscule qui se déplace avec une vitesse v, chaque corpuscule, n'importe quel corpuscule à d'une vitesse v, peut être associé à une onde, on dit une onde stationnaire, associé à une onde de longueur d'onde lambda, telle que lambda satisfait la rotation seconde. Alors, lambda, c'est le caractère ondulatoire. Le caractère ondulatoire. Et m, c'est le caractère corpusculaire. Caractère corpusculaire. Ça veut dire une onde associée à un corpuscule. Corpuscule, ça veut dire un corps de masse m. C'est m, c'est le caractère corpusculaire, et lambda, c'est le caractère ondulatoire. Il associe entre le caractère ondulatoire et le caractère corpusculaire. Alors, on dit que la dualité onde-corpuscule. Dualité onde-corpuscule. Alors, on va appliquer cette relation à l'atome d'hydrogène. On sait très bien que l'atome d'hydrogène contient un seul proton, c'est-à-dire chargé positivement, et de l'éculture un électron. C'est l'électron. Alors, on applique cette relation à l'atome d'hydrogène. Alors, le mouvement de l'électron autour du noyau est associé à une onde stationnaire non électromagnétique. On dit que c'est une onde non électromagnétique. On sait très bien que l'onde électromagnétique il correspond à le déplacement ou la transition de l'électron d'un orbital P vers un orbital N. Mais le mouvement de l'électron autour du noyau, on peut l'associer par la relation H égale à lambda égale à H sur mv. Ça veut dire que le mouvement de l'électron est associé à une onde non ondée stationnaire. C'est une onde stationnaire.
Alors on sait très bien que le périmètre c'est de P fois R, tel que R c'est le rayon atomique, est égal à N fois lambda. Et lambda est égal à H sur mv. Alors on a d'après cette relation mv est égal à H sur lambda. H sur lambda. Et on a R qui est égal à N lambda sur 2P. C'est ça 2PR, ça veut dire que lambda, c'est la longueur d'onde de l'onde stationnaire. Alors 2PR, le périmètre ou la circonférence du cercle, est égal à 1 entier, à 1 multiple entier n. Ça n'a rien à voir avec le nombre entier quantique qui est le nombre d'orbitales atomiques. Ici, n appartient à n. C'est un multiple entier. Il est égal à n fois lambda, fois la longueur d'onde. Alors, R est égal à n lambda sur 2p. Alors, mv fois R, mv fois R est égal à h sur lambda fois n lambda sur 2p lambda. Alors, n h sur 2p. mvr est égal à nh sur 2p. C'est-à-dire, on retrouve la quantification des moments cinétiques orbitales avancés par Bohr. C'est d'après le premier postulat de Bohr. Ça veut dire que le moment cinétique orbital est quantifié. Ça veut dire un multiple entier fois h sur 2p. C'est ça le moment cinétique orbital. On retrouve la quantification du moment orbital avancé par Bohr. Maintenant, en 1926, Heisenberg découvre que l'on ne peut pas connaître simultanément avec une précision parfaite la position et la quantité de mouvement d'une particule. On dit que ces deux grandeurs sont incompatibles. Alors, le principe d'incertitude de Heisenberg, le principe d'incertitude de Heisenberg, c'est qu'on ne peut pas connaître la position et la quantité de mouvement d'une manière simultanément. Alors, simultanément, on ne peut pas connaître la position et la quantité de mouvement de n'importe quelle particule. Ce principe, formulé par la relation delta x, c'est l'erreur sur la position selon l'axe des x fois delta p. C'est l'erreur de la quantité de mouvement selon l'axe des x et c'est période égale à h ou h sur 2p. Tel que h, c'est la constante de Planck. C'est ça le principe d'incertitude d'Heisenberg. Ça veut dire si on connaît la position par exemple de l'électron, si on connaît la position exacte de l'électron, on ne peut pas savoir la quantité de mouvement. Ça veut dire on ne peut pas savoir la vitesse de l'électron. Si on sait la vitesse de l'électron, on ne peut pas savoir sa position. Alors on abandonne la notion de trajectoire. Alors il n'y a pas la notion de trajectoire. Alors, on ne peut pas savoir la notion de trajectoire. La trajectoire dans laquelle il circule l'électron. Alors, on ne peut pas savoir. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que la probabilité de présence de l'électron. Ça, on verra tout de suite. Mais maintenant, je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple pour bien comprendre ce principe. Considérons un exemple de principe d'incertitude. Considérons un atome d'hydrogène. On sait que d'après la quantification des moments cinétiques orbitales, on sait que mvr est égal à n fois h sur 2p. Alors, v est égal, la vitesse est égale à n h sur 2p mr. On sait que le rayon de Bohr, c'est-à-dire le rayon de l'orbital atomique 1, est égal à 0,5 Armstrong. On sait que la masse de l'électron est égale à 9,1 fois 10 à la puissance 31 kg. On sait la constante de Planck est égale à 6,9 fois 10 à la puissance moins 34. On considère n est égal à 1, ça veut dire que l'électron se trouve dans son état fondamental. Alors on veut calculer la vitesse. Alors la vitesse v de l'électron est égale à 2,2 fois 10 à la puissance 6 mètres par seconde. Alors on va calculer l'erreur sur la quantité de mouvement delta P est égale à la quantité de mouvement P est égale à mv d'après la mécanique classique. Alors delta P est égal à l'erreur sur la position, sur la quantité de mouvement est égale à delta m fois v est égal à m fois delta v. Ça veut dire on néglige la masse par rapport à la vitesse. On a la vitesse de l'ordre de 10
fois à la puissance 6. Alors la masse ainsi que la masse de l'électron est 10 à la puissance moins 31 kg. Alors on néglige l'erreur sur la masse par rapport à l'erreur sur la vitesse. Alors, d'après le principe d'incertitude d'Heisenberg, delta P fois delta X supérieur à H sur 2P. Alors, delta P est supérieur à H sur 2P fois delta X. Ça veut dire delta P c'est M fois delta V est supérieur ou égal à H sur 2P fois delta X. Ce qui nous donne delta V, l'erreur sur la vitesse était supérieur ou égal à H sur 2P M fois delta X. Supposons que le rayon de l'atome est connu à 0,05 Armstrong, ça veut dire l'erreur sur la position est égale à 0,05 Armstrong. Alors on retrouve que delta V, c'est l'erreur sur la vitesse est égale à 1,16 fois 10 à la puissance 7 mètres par seconde. Donc c'est que la vitesse est de l'ordre de 10 à la puissance 6 et l'erreur sur la vitesse est 10 à la puissance 7. Alors si la vitesse, l'erreur est égale à 5 fois la vitesse, alors l'erreur est très grande que la vitesse. Alors on sait, dans ce cas-là, alors on sait la position, mais la vitesse, on a une erreur très grande. Alors on ne peut pas savoir la vitesse exactement. Alors ces deux notions sont incompatibles. Alors il faut que on sait que V à quoi est égal à V, la vitesse plus ou moins, on dit que V moyenne ou V normal est égal à V plus ou moins l'erreur, delta V. Alors on a delta V est très supérieur, delta V est égal à 5 fois V. Alors V est égal à V plus delta V est égal à V moins delta V. Alors la vitesse est égale à V plus delta V, c'est 5V, alors c'est 6V. V moins, c'est moins 4V. Alors on ne sait pas V exactement, V normal est égal parce que on tombe sur un intervalle qui est très grand, c'est moins 4V, 6V, alors on ne sait pas la vitesse exactement. Alors on sait la position, on ne peut pas savoir la vitesse. Alors on dit que la vitesse et la vitesse et la position sont deux grandeurs, c'est ce qui sont deux notions qui sont incompatibles. Alors si on sait la vitesse, on ne peut pas savoir la position et vice versa. Alors maintenant, on va faire une comparaison entre l'échelle microscopique et l'échelle macroscopique. Alors, supposons deux particules. Chaque particule a une vitesse. La vitesse en mètres par seconde, la masse en kilogrammes, lambda c'est la longueur d'onde et l'erreur sur la vitesse et l'erreur sur la position delta x. Si on considère un ballon à l'échelle macroscopique qui a une vitesse de 100 mètres par seconde par exemple, la masse de la vitesse, considérons que c'est 0,5, c'est un demi-kilogramme. Alors on trouve lambda, c'est M, c'est H, c'est MV. Tel que H c'est la constante des Planck, la vitesse c'est ça, la masse c'est ça, alors lambda on trouve, lambda c'est 1,33 fois 10 à la puissance moins 35. Alors l'erreur c'est la position, si on considère que l'erreur c'est la position, c'est 1% de la vitesse, ça veut dire 1, on retrouve que delta x égale à 1,31 fois 10 à la puissance moins 34. Mais si on considère un électron, qui a pour vitesse par exemple 3 fois 10 à la puissance 8 mètres par seconde, et la masse de l'électron, on sait que c'est 10, c'est 9,1 fois 10 à la puissance moins 31 kg. Alors on retrouve la longueur d'onde de l'onde associée à le mouvement d'électron, c'est 2,4 fois 10 à la puissance moins 10. Alors l'erreur, si on considère l'erreur, c'est 3 fois 10 à la puissance 4, on retrouve l'erreur sur la position, c'est 2,43 fois 10 à la puissance 8. Alors, on prend l'erreur sur la position est très négligeable. Alors on sait, ça veut dire on sait très bien la position du ballon et on sait très bien la position de l'électron. On veut savoir l'erreur sur la vitesse. C'est ça l'erreur sur la vitesse, pardon. Alors on sait très bien la vitesse et on cherche
l'erreur c'est la position. Alors, on a ici pour le ballon 1,33 fois 10 à la puissance moins 34 mètres. Alors, il est très négligeable par rapport aux dimensions du ballon. Alors, on sait que le ballon, c'est de l'ordre de centimètres, de 100 centimètres ou de 10 centimètres par exemple. Alors, c'est ça, c'est de l'ordre il est très très négligeable, c'est ça en mètres. Alors, il est très négligeable par rapport aux dimensions des ballons. Mais on sait que les dimensions de l'électron, c'est à peu près sur 10 à la puissance moins 10. C'est de l'ordre d'Armstrong. Alors 10 à la puissance moins 8, ça veut dire 600 fois les dimensions de l'électron. Alors l'erreur est très grande par rapport aux électrons, mais il est très négligeable dans le cas du ballon. Alors par conséquent, le principe d'Heisenberg ne s'applique pas à l'échelle macroscopique. Il s'applique seulement sur l'échelle microscopique. Et on dit que la vitesse et la position des ballons sont deux notions qui sont compatibles. Alors on peut savoir la notion de vitesse, on peut savoir la position. Alors il y a la notion de trajectoire pour le ballon, mais pour l'électron, on ne peut pas avoir ces deux notions en même temps. Alors on dit que ce sont incompatibles et on considère la relation de Heisenberg. Donc à l'échelle atomique, il y a ce qu'on appelle la mécanique relativiste ou quantique. Il nous faudra donc un passage de la mécanique classique à la mécanique quantique. Ce passage se fait à l'aide d'opérateurs. C'est quoi un opérateur? L'opérateur est le symbole d'une opération mathématique. L'opérateur, c'est le symbole, l'opérateur, c'est le symbole d'une opération mathématique. Par exemple, le dérivé par rapport à x, c'est un opérateur qui transforme une fonction f à une fonction f', c'est un opérateur mathématique. Le dérivé seconde, c'est un opérateur mathématique. Alors, le passage de la mécanique classique à la mécanique relativiste, il nous faudra des opérateurs qu'on va le voir. Alors, en 1926, Schrödinger a énoncé ce que l'on appelle la fonction d'onde associée à l'électron. Psi, X, Y, Z et T. Cette fonction d'onde décrit le comportement d'un électron en mouvement se trouvant au point M, X, Y, Z à l'instant T. Il décrit le mouvement de l'électron à l'instant T dans le point M. Alors, c'est une fonction mathématique, positive, négative ou complexe. Il n'a pas de signification physique. Son carré au modèle, ça veut dire xi au carré est égal à xi au carré est égal à xi fois xi. C'est un nombre complexe. Représente la probabilité de présence de l'électron. Alors, je vous donne une synthèse pour mieux comprendre. On a vu que le mouvement de l'électron autour de l'atome n'est pas un mouvement circulaire comme il a été énoncé d'après le modèle classique. On a vu aussi que d'après le principe d'incertitude d'Heisenberg, on ne peut pas savoir la position et la quantité de mouvement de l'électron. Alors, le mouvement de l'électron autour des noyaux est très compliqué, dans la mesure où tout ce que l'on peut savoir, c'est la probabilité de présence de l'électron dans un tel volume. C'est-à-dire, on dit par exemple que la probabilité de présence de l'électron dans un orbital atomique sphérique, par exemple, est importante. C'est grâce à la mécanique quantique et l'équation de l'équation de Schrödinger, qu'on est arrivé à ce stade. Alors, on écrit xi de x, y, z, le module au carré fois d de x, d de y, d de z, c'est la probabilité de présence de l'électron dans l'élément de volume d qui est égal à d de x fois d de y fois d de z au voisinage du point M, x, de coordonnées x, y, z. Alors, la condition de normalisation, la probabilité de présence étendue à tout l'espace est certaine, c'est-à-dire égale à 1, c'est-à-dire l'intégrale de xi, de x, y,
Z au carré fois d rond. Intégrale à l'infini, ça veut dire la probabilité étendue à l'infini est égale à 1. La fonction xi est alors normée, elle doit être continue, uniforme et stationnaire. Ça veut dire qu'elle ne dépend pas du temps. Et on écrit d de p. On écrit d de p qui est égal à xi au carré fois d rond. C'est la probabilité de présence de l'électron de l'élément de volume d rond.